Salut les abonnés d'Œil d'Actu. Alors comme vous savez, on suit le périple de John et Marine donc autour du monde en vélo. Donc aujourd'hui on fait une méthode un peu particulière, c'est-à-dire que c'est peut-être pas évident d'avoir des lives en fonction d'où ils sont. Donc là le principe c'est que nous on s'enregistre et donc d'ailleurs si vous avez envie suite à cette vidéo de poser des questions, on pourrait avoir le même principe pour la prochaine fois. On leur envoie des questions comme ça en vidéo et ensuite comme ça ils vont pouvoir répondre. Alors, Marine et John, moi ma première question, donc la dernière fois, notre interview en direct, on était donc à Rochefort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre périple depuis Rochefort? Je sais que vous avez suivi donc la Vélodyssée et ensuite à vous de nous dire par où vous êtes passé et justement nous dire où vous êtes actuellement. Et quelle est la direction que vous allez utiliser? Alors je sais que c'était peut-être l'Eurovélo 4, mais ça, vous nous en direz un peu plus. Bon, déjà, bonjour tout le monde. Vas-y. Peut-être qu'on explique où on est là actuellement. On est dans une auberge de jeunesse, donc c'est pour ça qu'on entend de la musique. Donc ça risque de peut-être un peu perturber le son, et puis il y a des gens qui passent, donc voilà. Mais en même temps, on peut pas faire autrement parce que dehors, on est obligé de porter le masque. Donc, et c'est pas pratique non plus, et comme on est à la Cologne, il y a beaucoup de bruit aussi, donc dans tous les cas, on espère que le son sera bon. Alors, déjà pour commencer, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Rochefort avec JSeb. Et du coup, depuis, on a fait du chemin parce que on a eu le temps de faire la Bretagne. On est resté à peu près 2 ou 3 semaines là-bas. Et après, on a fait toute la côte en fait du nord de la France. Donc, on est passé par Le Havre, par Caen, par Boulogne, par le Touquet, par Deauville, etc. Et ensuite, du coup, on a passé la Belgique en 2 jours. Parce qu'on devait absolument passer en 2 jours, sinon il y avait un confinement obligatoire, enfin une quarantaine, pardon. Et ensuite, on a fait du coup le Pays-Bas en 1 semaine. Le sud du Pays-Bas seulement, le sud du Pays-Bas. Voilà, le sud du Pays-Bas, et pour pouvoir rentrer du coup en Allemagne. Donc on a été assez rapide vers la fin, quoi. En fait, à partir de Boulogne, on s'est rendu compte que l'hiver arrivait. Et notre plan initial qui était de partir jusqu'au Danemark s'est un petit peu écroulé. Le problème, c'est pas tant le froid, mais le fait qu'on ait eu beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, et du coup qu'on ressente énormément le froid. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de partir vers des territoires un peu plus secs et si possible redescendre vers le sud. Donc on a bifurqué, on a pris, comme tu l'as dit JSeb, l'Eurovélo 4. Et l'Eurovélo 4, elle part du sud des Pays-Bas et elle va jusqu'à Prague en République tchèque. Donc on fait plus ou moins une horizontale en passant par Cologne, on va passer par Francfort et plein de petites villes allemandes. Et à partir de Prague, on pourra enfin redescendre vers le sud, parce qu'au milieu, il y a les Alpes et il faut qu'on les contourne. Deuxième question, c'était depuis la dernière fois, je pense que vous avez des anecdotes, parce que vous faites beaucoup de rencontres. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous reviennent en tête par rapport à votre voyage? Donc ça, je pense que ça peut être sympa. Alors ça oui, pour des rencontres, on en a vraiment beaucoup. Par exemple là, depuis je pense plus d'1 mois, on a été constamment chez des gens. C'est peut-être la première fois là qu'on est dans une auberge de jeunesse et qu'on est un peu seul, mais sinon on a tout le temps été avec des gens. On a pris l'auberge de jeunesse justement pour avoir un petit peu de calme, de calme. Ouais, c'est clair. Parce que tous les soirs on rencontrait des nouvelles personnes et c'était super, mais à la fin c'est un petit peu dur quand même. Et par exemple depuis en Bretagne, à côté de Rochefort, on avait rencontré des gens qui nous ont mis en contact avec des personnes qui habitaient dans les monts d'Arrée en Bretagne. Et ces personnes-là nous ont mis en contact avec des personnes qui étaient à Saint-Malo. Du coup, c'est super cool parce que en fait, on rencontre des personnes qui nous font rencontrer d'autres personnes et du coup, ça facilite aussi pour trouver un logement ou il y a des sortes de chaînes d'entraide qui s'organisent comme ça et même il y a des personnes qui nous proposent encore des gens pour nous héberger plus loin et tout, c'est assez marrant. C'est assez cool, ouais. Franchement, c'est vraiment sympa de leur part et on voit qu'ils ont envie de s'investir un petit peu dans notre projet, donc ça fait toujours super plaisir. Et après... la tempête peut-être? Ouais, et la tempête, ouais. À Boulogne, il y a eu une tempête en France il y a un mois. Tempête Alex. Et à ce moment-là, nous on était à Boulogne, donc tant que c'est vallonné, ça va, on Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer.
on prenait pas trop le vent. Et tout d'un coup, on a eu 5 km à faire le long du front de mer. Et ça a été l'enfer, quoi. On avait tellement de vent que les vélos se couchaient tout seuls sur la pelouse. Et donc je crois que pour faire 5 km, on a mis plus d'1 heure. Parce que la plupart du temps, on marchait, on les poussait. Même en marchant, parfois, on faisait tomber nos vélos. C'était assez galère. Heureusement qu'ils ne poussaient pas dans le sens de la route, mais bon... franchement, je pense que c'est la journée la plus dangereuse qu'on a eue depuis le début. Ouais. Enfin, clairement, là, on pouvait dire que c'était un peu dangereux. Parce qu'on n'avait plus du tout de contrôle, en fait, sur le vélo. Et après, il y avait quelques fois où quand même on sentait qu'on allait un peu sur le côté sur la route, et là tu te dis bon, quand même c'est un peu chaud par rapport aux voitures derrière qui s'y attendent pas forcément, donc voilà, c'était un peu difficile. On faisait pas les malins ce jour-là. C'est clair. Et après qu'est-ce qu'on a fait, donc qu'est-ce qu'on a eu comme anecdote? Petite crevaison, mais que maintenant on sait réparer. Alors ça par contre c'est bon, on sait réparer les pneus, maintenant on est devenu expert en réparation. Troisième question. Donc troisième question, là c'est plus technique. Là maintenant, ça y est, c'est terminé, vous n'êtes plus en France. Alors vous êtes toujours en Europe, mais comment vous faites par rapport à Internet? Alors je sais que des fois, via l'hébergement, vous pouvez profiter du Wi-Fi des différentes personnes que vous rencontrez. Mais au quotidien, est-ce que vous avez un abonnement particulier donc Europe? Comment ça va se passer? Vous fonctionnez en système à carte? Donc voilà un petit peu mes questions. Ah, ouais, moi je le fais. Bon, en ce qui concerne du coup le forfait internet, en fait actuellement on est toujours avec notre forfait français, donc on a chacun notre forfait un téléphone, et normalement on a internet, et maintenant je crois que c'est depuis quelques années là en Europe, en fait on a des appels et des SMS illimités. Internet, on a aussi internet, mais par contre on en a un peu moins. Genre par exemple en France j'avais 50 gigas, et à l'étranger par 10, mois j'ai 10 gigas. Moi j'en ai que 6. Donc après voilà, ça dépend des forfaits, mais bon, pour l'instant ça marche. Après on l'utilise pas comme on l'utilisait en France. En France c'est vrai que dès qu'on utilisait le GPS, on gardait peut-être internet ou... Puis on va moins sur Instagram. Après pour aller sur les réseaux c'est un peu compliqué. Donc en fait on l'utilise vraiment pour le minimum, c'est-à-dire quand on doit trouver l'adresse de notre hôte. Mais et sinon ce qu'on fait, c'est quand on arrive chez quelqu'un, on demande à avoir le Wi-Fi, ou alors quand on va dans un café. Donc ça marche assez bien. Puis, pour l'instant. On s'adapte aussi, c'est-à-dire qu'en France, on avait un problème, on mettait le GPS, on le lançait via Internet. Maintenant, on est sur une application qui s'appelle Maps.me. Et en gros, on télécharge les cartes avant de partir d'un point A vers un point B. Et du coup, on a toutes les adresses avec les cafés, les restaurants, les adresses de rue directement sur notre téléphone. Donc ça marche comme un GPS classique, mais on n'utilise pas Internet. Ouais, c'est quand même assez hyper pratique. La fonction GPS, ouais. Question cette fois-ci de Violette. Alors question de Violette, première question. Donc depuis depuis votre départ de Rochefort jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez mangé en spécialité dans les différentes régions ou de France ou les différents pays, peut-être la Belgique? Donc quelles sont les spécialités que vous avez mangées? On s'est gavé de spécialités. Ça, des frites. Plein de frites dans le Nord. Voilà, non, déjà la Bretagne. Bon, la Bretagne, on a mangé plein de crêpes au beurre salé. Ouais. On a goûté, alors ils ont du cidre qui est super bon. Ouais. Et on a goûté une sorte de cidre, mais de poire aussi. Je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelle non plus. Ça c'était dans le Nord, je crois, qu'on avait bu ça. Puis après, on a mangé du maroilles quand on était dans le Nord. On a mangé du Welsh, ouais. On est allé dans une friterie. Plein de fois. On est allé plusieurs fois dans une friterie. Après, on était deg, du coup en Belgique, on n'a pas pu trop profiter parce qu'on est vraiment parti très très vite. Donc non, on n'a pas goûté de choses spécifiques. Aux Pays-Bas, par contre, on a mangé... alors, pour me rappeler des noms des plats, ça va être compliqué, mais... On a mangé du sanglier.
Ouais, mais je sais pas si c'était un plat typique de là-bas. Par contre, on avait mangé un plat avec des pommes de terre, des épinards et des lardons. Ouais, Et il y avait une c'est petite vrai. compote à côté, donc c'est un peu sucré-salé. Ouais, Tu parce manges que ça en les même temps. Hollandais, ils aiment bien manger de la compote avec leur plat principal à chaque fois. Voilà. C'est assez surprenant, mais Ouais, voilà. donc on a c'est comme ça. essayé et ça passe, donc voilà. On a mangé quoi Une encore? choucroute. Une choucroute végétarienne. Voilà. Ouais. Je sais pas si je n'avais jamais entendu parler en Hollande, mais apparemment ils le font dans dans le sud-est de la Hollande. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mangé encore? Ah oui, un espèce de gâteau. Alors, ça venait d'un village spécifique dans le sud du Pays-Bas. Avec. Ça ressemblait un peu à un Paris-Brest, non? Je sais pas, mais c'était bon. Je sais même pas si ça s'appelle Paris-Brest. C'est comme un gâteau avec plein de crème à l'intérieur. Donc, Très bon en tout cas. voilà. Bravo, en Très, tout cas, très on bon. s'est régalé. Ouais, on mange bien. Deuxième question. Je sais que Marine aime bien préparer des spécialités culinaires à ses hôtes. Quelles sont les spécialités, Marine, que tu as pu préparer et faire découvrir? Alors, ce que j'ai préparé, ce sont Des bols renversés. Parce qu'il y a John qui adore ça, et donc à chaque fois qu'on est chez quelqu'un, ce qu'il propose à chaque fois, c'est bol renversé. Mais sinon, si, j'ai eu l'occasion de faire d'autres choses. J'ai préparé... Qu'est-ce que j'ai préparé dernièrement? Je trouve qu'il y a du poulet. Ah oui, j'ai fait un poulet aux sauces d'huîtres. Et je réfléchis... Ah, j'ai fait des bouchées à la reine aussi. Oui. Alors, c'est pas forcément une spécialité de la Réunion, mais voilà. Alors précisons que quand elle fait, moi je suis derrière à couper. Je suis pas là à regarder bêtement quand même. Donc voilà, j'ai certainement dû préparer d'autres trucs, mais là en tête, ça me revient pas. Voilà. Mais en tout cas, on a aussi bien mangé. Troisième question, toute simple. Là, ça y est, je pense que la France, vous êtes un peu loin. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus, je dirais, en nourriture française? Donc que ce soit toi, John, ou toi, Marine, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a certaines spécialités, ça va être un peu compliqué. Plus ça va aller, ça va être compliqué de les trouver. Alors déjà, il faut savoir que le jour où on a passé la frontière belge, on avait une baguette et on lui a fait un petit adieu en mode c'est la dernière baguette qu'on va manger pour 3 ans, adieu petite baguette, tout ça. Et le lendemain, on en a retrouvé dans un supermarché, donc Finalement, ça va. Pour l'instant, ça va. Il suffit d'aller dans un Lidl et t'en trouves forcément. Donc, En vrai, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui me manque pour l'instant parce qu'on est dans des pays qui ne nous dépaysent pas vraiment au niveau nourriture. Ça pourrait éventuellement être le fromage, Ouais. je pense, mais pour l'instant on en trouve quand même. Alors après, c'est pas exactement c'est pas les mêmes fromages, mais En fait, ça va. c'est juste que le fromage, même en France, on n'en achetait pas parce que c'est pas facile à conserver quand tu voyages, Ouais. surtout quand il fait chaud. Donc ça, c'est vrai que quand on est chez les gens, on a tendance à leur manger tout leur fromage. Mais sinon, il n'y a pas encore grand chose qui nous manque. Enfin, qui Ouais. me manque, moi. Ouais. Non, c'est quand même assez similaire. Un petit confit de canard, peut-être. Oui, bonjour Marine et John. Alors moi c'est Jean, je suis correspondant pour Idactu au Japon, sur Tokyo. Je voulais simplement profiter, oui, de cette petite vidéo pour d'abord, en premier lieu, vraiment vous féliciter par rapport à ce projet qui est absolument fantastique. Je trouve vraiment ça très courageux de votre part. Et puis c'est vrai que ce que vous allez faire en 4 ans, puisque vous vous êtes donné maintenant 4 ans, je pense que c'est les 4 années les plus riches que vous allez avoir. En tout cas, bravo. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup de questions, mais écoutez, je vais vous en poser 3 aujourd'hui. Vous pourrez m'y répondre aux 3 ou alors peut-être à une seule. La première question que j'ai, c'est au niveau des assurances. Voilà, est-ce que vous avez pris une assurance tout risque pour couvrir éventuellement donc une maladie, une hospitalisation, voilà. Et donc juste voilà cette première question, donc est-ce que vous êtes
assuré et je serais intéressé même de savoir quelle assurance vous a couvert sur, si vous en avez une, hein, sur cette période. Voilà donc ma première question. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as mentionné avant que tu aies posé ta question, c'est le fait qu'on voyage 4 ans au lieu de 2. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à ça, donc c'est peut-être le moment d'expliquer. En fait, c'est juste que on n'a pas vraiment de temps défini. C'est juste qu'on est tellement lent qu'on se rend compte qu'on ne mettra pas 2 ans, mais forcément plus. Donc ça sera peut-être 3 ans, ça sera peut-être 4 ans, on ne sait pas. Mais il n'y a pas de date définie et c'est surtout ça l'idée du voyage. On ne veut pas se mettre une date finale. Ça peut être moins que ça, hein, ça peut être moins de 2 ans, on n'en sait rien. C'est parce que si on trouve aussi un endroit pendant le tour du monde où on se plaît vraiment, vraiment beaucoup, ça n'a aucun sens de continuer le voyage. Si on a un coup de cœur et qu'on voilà, regrette de partir et qu'on sent clair. qu'on ne veut plus partir, voilà. C'est juste qu'on se laisse vraiment la liberté de vivre le voyage. Donc voilà, il n'y a juste pas de date retour. C'est ça. Alors, pour répondre à ta question maintenant. Moi je le dis alors. Oui. Donc pour répondre à ta question, oui, on a une assurance qui s'appelle Chapka Assurance. Donc c'est une assurance que beaucoup de voyageurs prennent. C'est une assurance internationale qui couvre plusieurs choses comme l'hôpital. Mais je pense que c'est que en cas d'urgence, il me semble. Ouais, voilà. par exemple, si tu as une maladie chronique du style un problème aux dents, ils vont pas couvrir les médicaments de cette maladie chronique. Voilà. Par contre, si tu as un problème suite à un accident, là tu vas être couvert, tu as l'assurance rapatriement évidemment, également, ouais. tu as une assurance à un certain nombre de vols, je crois aussi, jusqu'à 2000 € par personne, je crois. Et voilà, donc il y a tout un tas de paramètres qui prennent en compte. Mais disons que pour un voyageur, il y a le nécessaire, quoi. Et après, il faut savoir aussi qu'en Europe, on a la carte de santé européenne qui fonctionne, donc on peut utiliser ça. Donc voilà, pour l'instant, on n'utilise pas encore Chapka, mais ouais, pour le reste... Enfin, on l'a, mais on n'a pas eu à l'utiliser, quoi. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que cette assurance ne couvre pas les États-Unis, donc parce que c'est plus cher, en fait, les frais médicaux. Donc bon, c'est pas prévu, on n'a pas prévu d'y aller, mais voilà, il faut savoir qu'il faut payer en plus si on souhaite partir aux États-Unis. La deuxième question que j'ai, c'est donc bien sûr là, je pense que vous allez essayer de faire le maximum de pays possible, et je me demandais, est-ce qu'il y a des pays que vous avez, pour X raisons, que vous avez décidé d'éviter, hein, pour des raisons de sécurité, hein, par exemple, ou des raisons de régime du pays. J'imagine par exemple, bien sûr, la Corée du Nord, hein, qui doit être un pays à découvrir, mais j'imagine que la façon dont vous voyagez va être compliqué pour se déplacer dans un pays comme la Corée. Vas-y. Alors du coup, quand on faisait notre itinéraire, par exemple en Asie, il y avait la région du Tibet. En fait, je crois qu'on voulait passer par là, et puis en fait, on a vu qu'on ne pouvait pas vraiment circuler sans guide, et que ça coûte à peu près genre 2000 ou 3000 €, un truc du genre. Bref, de toute façon, on n'a pas envie de découvrir un pays avec un guide touristique. Payé par l'État et qui va te faire éviter de rencontrer les gens, justement. Donc par exemple, cette région-là, c'est sûr, on n'ira pas. Après, en fait, c'est ça, il y a des pays ou des régions plutôt qu'on décide où on ne risque pas aller à cause de contraintes. C'est pareil pour le Xinjiang en Chine. On en parle beaucoup en ce moment avec le problème des Ouïghours qui sont déportés. On pense, ça nous étonnerait quand même assez que la Chine nous laisse rentrer avec un drone dans une région où ils déportent des gens. Donc ça sera sûrement une région à éviter.
Et après, il y a aussi... Après, il y a toutes les zones de guerre, Ouais. quoi, donc on va peut-être pas non plus passer par ces zones-là. Par exemple, il y a la Syrie, il y a l'Irak, l'Afghanistan, etc. Bah, c'est sûr, on passera pas par là. Puis il y a des pays qui sont en état d'instabilité en ce moment. Par exemple, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, par lesquels on voulait traverser. Mais là, ils sont rentrés en guerre depuis quelques semaines. Donc soit ça va se calmer et ils vont trouver un accord de paix et on va pouvoir traverser ces pays-là, soit il va falloir qu'on change d'itinéraire encore une fois. Et ça fait partie des problèmes géopolitiques du monde. On savait que tous les pays ne seraient pas stables à 100%. Et après, vraiment, l'itinéraire, il se fait au fur et à mesure avec toutes ces contraintes-là. Parce que c'est pareil, juste en Europe, on n'avait pas vraiment choisi à la base de faire Belgique, Pays-Bas et ensuite Allemagne. On a beaucoup changé en fait notre itinéraire. À un moment donné, on voulait faire directement France, Allemagne. On a changé parce qu'il y a aussi les contraintes par rapport au Covid. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc il y a des endroits où quand tu viens d'un pays, tu passes automatiquement en quarantaine. Il y a d'autres zones où c'est pas le cas. Voilà, il faut prendre en compte un peu tout ça. La Hongrie, par exemple. Aujourd'hui, Ouais. la Hongrie, ses frontières sont fermées, donc peut-être qu'on devra l'éviter. Ouais, donc on passera peut-être par l'Autriche. Donc c'est des pays qu'on n'avait pas forcément prévu de faire, mais bon, ça ne nous dérange pas, on s'adapte quoi. Oui. Voilà. Et puis j'ai une troisième question. Troisième question, c'est est-ce que vous allez, à chaque fois que vous allez entrer dans un pays, est-ce que vous allez vous rapprocher éventuellement de l'ambassade de France du pays pour simplement signaler que vous êtes rentré dans ce pays pour que, au cas où, vous puissiez être protégé, en tout cas qu'ils sachent que vous êtes dans ce pays. Je parle de ça parce que c'est vrai que chaque fois que j'ai voyagé, que j'ai travaillé, pas forcément voyagé, mais travaillé dans un pays étranger, j'étais tout le temps, je me suis tout le temps rapproché de l'ambassade de France pour avoir une carte consulaire. Alors bien sûr, la carte consulaire ne concerne uniquement que les gens qui sont expatriés, pas du tout les gens qui sont en voyage. Mais juste voilà, par sécurité, est-ce que vous avez prévu à chaque fois que vous rentrez dans un pays, peut-être sur une longue durée, parce que quand vous êtes passé en Belgique en 2 jours, c'est pas forcément nécessaire de prévenir le service consulaire ou l'ambassade de France, mais pour, j'imagine, par exemple, la Chine, le jour où vous allez arriver en Chine, c'est tellement grand, à mon avis, vous allez passer quelques mois. Voilà, donc ce serait intéressant de connaître un peu vos réponses par rapport à ceci. Voilà. Alors, tant qu'on est en Union Européenne, on ne s'occupe pas de ça parce que on estime qu'il n'y a pas vraiment besoin de dire qu'on est dans l'Union Européenne ou même dans l'Europe en général. Ça va être surtout à partir de la Turquie que là, on s'inscrira. Alors non pas auprès de l'ambassade parce que justement une carte consulaire c'est fait pour les gens qui vivent sur place, mais ça sera auprès d'un site internet qui s'appelle le Fil d'Ariane et qui recense les gens qui voyagent dans le pays. On indiquera où on ira à peu près parce que l'itinéraire sera pas tout le temps exact et ça nous permettra évidemment d'être tenus au courant des changements dans le pays et s'il y a un danger pour nous on sera contacté par la France justement, soit pour évacuer le pays ou des choses comme ça, ou être rapatrié. Voilà. Donc voilà, merci pour cette interview. Au revoir à tout le monde et na retrouve. Allez, on retrouve. Ciao. Merci Marine et John pour avoir répondu à toutes ces questions. Écoutez, je trouve que le principe est super. Là, on avait donc des questions de moi, de Violette et également de Jean qui est au Japon. On espère que la prochaine fois, on va faire la demande. Tous ceux qui voient, les abonnés qui voient cette vidéo, si vous avez des questions à poser à Marine et John, n'hésitez pas, alors soit en dessous de cette
vidéo, vous pouvez écrire la question et puis la prochaine fois on pourra la poser soit à votre place directement ou si vous avez envie, vous filmez au format paysage comme ça et vous envoyez directement la vidéo à Idactu et on pourra faire passer. Après on fait le montage. Alors c'est peut-être pas en live, mais l'avantage c'est que voilà, ça permet aussi, vous imaginez quand on est en voyage, on peut pas forcément quand on est en Europe répondre directement ou avoir un live. Puis au lieu d'avoir un live un petit peu coupé, là on peut avoir la réponse. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas merci beaucoup Marine et John de votre dispo. Et puis on a hâte de suivre je dirais vos périples autour du monde parce qu'on sait que votre projet il est qu'au début et donc ça va pas mal, il y a encore pas mal de kilomètres, il y a encore beaucoup de rencontres et de choses à nous raconter. Merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt.